Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité, le sujet d'actualité quand nous parlons de numérique en ce moment. Le cybercrime est un marché qui a dépassé le marché de la drogue depuis 2007 et pèse maintenant plusieurs milliards de dollars. Pour échanger sur ce sujet passionnant, je suis en compagnie de Cyril Elsen qui va très vite nous expliquer son parcours et avec lequel nous allons parler de sécurité du système d'information. Bonjour Cyril. Bonjour Nicolas. Très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avant de te présenter, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique au numérique ? Mon premier beau souvenir, c'est lorsque mon père m'a acheté à l'âge de 14 ans mon premier ordinateur. Alors, à l'époque, c'était même pas des PC, désolé, plutôt de la génération Goldorak. C'était un Amstrad 6128 et mon premier souvenir, c'est quand j'ai réussi à faire mon premier programme de chenillard électrique, c'est-à-dire utiliser les entrées-sorties c'était un Amstrad 6128 et c'était mon vrai beau premier souvenir de coupler l'informatique et l'électronique. Voilà. Avec les disquettes 5 pouces, 5 pouces Alors, 1 quart. c'était pas les 5 pouces 1 quart, c'était des 3 pouces ou des 3 pouces et demi, je me souviens plus. C'était les disquettes rigides. C'était pas les 5 1 quart, je sais plus si c'est 3 pouces et demi. Mais... D'accord. Ouais, donc beaucoup n'ont pas connu ça. Maintenant, moi je t'ai suivi ton parcours du groupe Casino jusqu'à maintenant. Je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques un petit peu tout ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire plus de cybersécurité maintenant ? Alors, de mon parcours, comme je disais, je suis tombé dans l'informatique très jeune. J'ai des parents qui m'ont bien stimulé sur le sujet. Mon parcours, donc rapidement, une école d'ingénieur en télécom avec les options cybersécurité de l'époque. Donc on parle du milieu des années 90. Donc à l'époque, la cybersécurité consistait à mettre à jour un antivirus. Je veux pas être plus méchant. Bon, mais c'est quand même assez novateur et moi ça me plaisait déjà parce qu'on a compris tout de suite ce qu'on pouvait exploiter en termes de failles, en termes d'intelligence économique. Rapidement, après mes études d'ingénieur, après différentes sociétés de services, j'ai rejoint ma passion qui est la transmission dans les télécoms chez Alcatel Submarine Networks, donc pareil, fin des années 90, début des années 2000, donc en pleine bulle Internet. L'objectif était de concevoir les réseaux à fibre optique et surtout de les déployer. Et grâce à ce qu'on a fait il y a 20 ans, aujourd'hui on a un Internet performant, parce qu'il faut savoir que l'immense majorité des flux Internet passent par les câbles sous-marins, il y en a très très peu qui passent par le satellite, voilà, faut le savoir. Il y a 20 ans déjà, on a eu nos premières alertes de cybersécurité en termes d'espionnage et d'écoute sur les câbles, où j'en ai été témoin. Ça a été très intéressant de savoir comment, dès lors qu'un câble est mis en production, même avant d'être livré au client, il est potentiellement déjà écouté. Alors, soit par des officines bien connus, soit voilà par des groupes qui ont la capacité technologique à écouter des technologies qui sont pourtant en avance de phase. Donc moi quand je disais ça fin de 90 début 2000, attention, il faut faire du chiffrement de bout en bout, alors qu'à l'époque il n'était pas libéralisé, souvenons-nous, on me prenait pour un fou furieux en disant attends, non, personne qui va mais enfin si on a vu quand même la manière dont dont on pouvait être écouté. Donc la cyber, ça a toujours été mon terrain de prédilection. Après, j'ai rejoint un Casino, j'ai commencé dans les télécoms. Sur l'intelligence économique, je me suis battu pour qu'on garde nos data centers, c'est-à-dire avoir une adoption très raisonnée des technologies cloud, pour deux sujets. Un, la partie cyber. Bon, aujourd'hui, c'est plus à démontrer. Quand j'étais un peu tout seul, surtout dans la région, à vouloir défendre un data center envers et contre tout, c'est devant la mouvance des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous, dire non, il faut tout le cloud, les infrastructures, c'est ringard, il en faut plus. Le cloud c'est super sécurisé, bon bref. Bon, l'histoire m'a fait comprendre que j'avais pas tellement tort de garantir la cyber en interne, aussi bien sur la partie pure cyber que sur la partie intelligence économique. Le cloud c'est peut-être très sécurisé en termes techniques, par contre sur l'intelligence économique, on parle du Cloud Act, de tout ce qu'on peut imaginer différents autres pays, c'est ça moi qui me faisait peur à l'époque, et aussi la sécurité contractuelle. Une fois qu'on est dans le cloud, on est pieds et poings liés avec un fournisseur, et là les ennuis peuvent commencer. Voilà. C'est vrai que là
T'as dressé un peu le panorama et c'est marrant parce que ça va être vraiment ce qu'on va évoquer tout le long du sujet avec cette partie, on va dire très technique, purement technique et comment protéger ça. Puis on reviendra aussi sur la partie contractuelle qui est trop souvent oubliée et on parlera d'un petit événement qui est arrivé il y a pas très longtemps et qui forcément a l'impact. L'Agence nationale a sorti il y a peu de temps des statistiques disant qu'en 2020 il y a eu une augmentation de 255% des signalements d'attaques, surtout là par rançongiciel, donc on reviendra sur ce terme un peu plus tard, dans le viseur des entreprises, mais surtout les collectivités locales et les services de santé. On sait que cette année, en février, il y a eu plusieurs attaques d'hôpitaux touchés, aussi des collectivités, comme par exemple Chalon-sur-Saône, mais aussi des entreprises. Ça devient de plus en plus médiatisé, de plus en plus médiatique. Toi, quel est ton regard sur le sujet là depuis un an, depuis au moins la crise Covid, ou voilà, comment as-tu vécu cette actualité? Alors, c'est vrai qu'à la fin de mon parcours, donc j'ai terminé DSI du groupe Asino, puis après j'ai rejoint une société spécialisée en cybersécurité qui est sur Saint-Étienne pour justement contribuer au développement d'outils de sécurité qui aujourd'hui soit ils n'existent pas, ou avec toute l'humilité que je viens de dire, soit je ne les ai pas trouvés. Je pense qu'on est plutôt dans le deuxième cas de figure. Néanmoins, j'ai souhaité contribuer à ce développement-là, tout simplement pour coller à l'actualité, mais pour essayer d'être en avance. Je m'explique. On va prendre plusieurs sujets. Donc le terme des rançongiciels est abordé. Ce que je propose, c'est qu'on le traite dans un deuxième temps. Le premier, c'est dire quelle est l'évolution depuis 2020. Justement, depuis 2 ans, j'essaye de me battre pour avoir des statistiques précises sur qui nous attaque, qui attaque quoi et à quelle fréquence. J'ai rarement trouvé, ou j'ai pas encore trouvé de statistiques typiquement, quels sont les codes APE des sociétés les plus visées par région dans notre pays. D'accord. Donc, ça peut être intéressant de voir si ce sont des attaques ciblées ou des attaques opportunistes liées au tout venant. Par région, ça peut être aussi intéressant pour savoir si c'est des attaques ciblées soit par l'activité, soit par la géographie, pour des raisons X ou Y qu'on ne sait pas dire aujourd'hui. Mais là, je n'ai pas accès à ces statistiques, en tout cas, je les ai jamais trouvées. Donc, on a décidé, avec les outils que l'on déploie chez nos clients, de pouvoir remonter les informations, code APE, région, parce qu'on sait où sont installés nos dispositifs, et compte tenu qu'on s'adresse majoritairement aux TPME, on couvre un large spectre d'activités, qui va de l'artisan boulanger, du plombier, de la TPME, dans l'industrie, dans la défense, dans la pharmacie, jusque, depuis un peu plus d'1 an, cœur de réseau opérateur et grand groupe. Donc, on n'a pas que la vision grand groupe. Il y a, certes, le CAC 40, ce sont que 40 entreprises. Il y a peut-être le SBF 120, ce sont 120 entreprises. Par contre, il y a 3 600 000 TPME en France. D'accord ? Une fois qu'on a couvert le SBF 120, on a couvert des grands comptes, on est d'accord, mais est-ce que ça représente toute l'activité en France ? Bon, avec 3 600 000 TPME, la réponse est clairement non. Donc, clairement, on a aussi des maisons funéraires. Quel est l'intérêt d'attaquer une maison funéraire ? Bon, on en parlera justement sur les rançongiciels. Donc, on a voulu mettre ça pour avoir des statistiques précises, et également pour avoir des indicateurs de mesure permettant de discuter de manière factuelle avec les assureurs. Ça aussi, c'est important, de dire, les attaques augmentent, oui, alors de combien, sur quelle est la typologie des attaques, quelle est la géographie et quelle est la vocation de ces attaques, cybercrime, on en parlera tout à l'heure, ou cyberguerre, peut-être qu'on en parlera aussi. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ces statistiques. Donc nous, on se les est faites. D'ailleurs, je pourrais te passer, dès qu'on aura fini de mettre en production l'ensemble, normalement, à la fin du mois, je pourrais te passer les liens permettant d'accéder à ce type de statistiques, parce que ça répond à la question, est-ce que ça augmente ou pas ? Est-ce que c'est ciblé ou pas ? Donc ce qu'on voit, nous, depuis, on va dire, près d'1 an aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'attaque ciblée. Il y a des vagues d'attaques par secteur liées à l'actualité. On a dit on cible plus les hôpitaux parce que Covid. Alors, il y a les attaques cybercrime, où là, de toute manière, c'est les bandits de grand chemin, c'est on attaque la diligence, on rançonne, ça existe depuis la nuit des temps, depuis qu'on se déplace. Bon, aujourd'hui, on se déplace via le monde numérique, mais c'est exactement le même concept. Je t'arrête, je te bloque, tu payes pour pouvoir passer. Donc ça, c'est le cybercrime. Mais il y a aussi la cyberguerre, c'est-à-dire, je viens, je détruis. Donc si je reviens sur le premier, sur les attaques que l'on voit passer, depuis assez récemment, on va dire 5-6 mois, on voit de plus en plus d'attaques d'officines réglementaires militaires. Chose qu'il n'y avait pas avant. Donc là, on peut considérer que c'est pas du cybercrime, lié avec des bandits de grand chemin, comme disait.
Là, ce sont des adresses officielles de gouvernement et en général taguées militaires. Récemment, tu as peut-être vu que le Pentagone a libéré pas loin de 180 millions d'adresses IP sur Internet, ce qui a occasionné un bel encombrement d'ailleurs sur le réseau de routage dernièrement. Mais néanmoins, on voit de plus en plus ces adresses faire autre chose que de l'écoute. Là, on voit qu'elles ont un comportement actif sur certains acteurs, typiquement sur des acteurs du médical. Donc là, on peut penser quand même que compte tenu de la provenance de ces adresses, on ne peut pas dire que ce sont des bandits de grand chemin, et on ne peut pas dire qu'ils sont venus par hasard. Donc quand ce type d'adresse vient taper un secteur particulier, j'ai cité le monde de la santé, mais c'est le cas pour le dernier exemple que j'ai cité, là on peut se poser des questions. Ça, je l'ai pas vu publié par les agences. Nous, on le voit parce que l'agence ne va pas publier que telle officine a été attaquée par tel gouvernement ou chose comme ça. C'est trop petit, mais néanmoins, c'est révélateur. Je te rejoins sur la partie statistique. Quand on veut préparer soit des conférences, soit de la sensibilisation, c'est très compliqué de trouver des choses très factuelles. On n'a pas cette base de données data.gouv.fr comme on peut trouver sur d'autres sujets où on vient récolter de la donnée et on la traite pour essayer de voir comment ça évolue. L'agence nationale a quelques statistiques, mais pas sur la globalité. Donc c'est vrai qu'on sent pas, on sait pas où on en est. Donc les travaux qui sont menés par Serenicity actuellement sont pour moi hyper intéressants parce que ça va permettre de capter de la donnée, parce que c'était aussi un peu l'objectif de Serenicity à la base, de capter de la donnée et de comprendre un petit peu comment réagissent ces hackers, parce que il faut les comprendre pour après pouvoir les contrer. Et c'est vrai que ce sujet-là, pour moi, c'est hyper intéressant et ça va nous permettre, je pense, d'avancer. Il y a un autre sujet que je voulais revenir avec toi, et c'est sur le côté un petit peu contractuel. Tu parlais du cloud, beaucoup d'entreprises poussent dans le cloud, et le 10 mars est arrivé quelque chose en France avec l'incendie d'OVH, qui a eu un fort impact pour beaucoup d'organisations. Il y a eu sur les statistiques 880 000 sites web en .fr qui ont été touchés et 184 000 .com impactés. Toi, qu'est-ce que tu pourrais en tirer comme retour d'expérience par rapport à ça ? Tu parlais de la partie contractuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon ? Alors, en tirer comme leçon, le cloud c'est bien, mais il faut l'adapter de manière raisonnée. Je m'explique. OVH, dans ses conditions contractuelles, si on parle de cet épisode-là, a clairement indiqué quelles étaient ces typologies de services et les limites de ses prestations. D'accord ? Donc, un data center, ça brûle. Une maison, ça brûle. Une voie tout un jour peut avoir un risque de tout peut brûler, au-delà de brûler, peut avoir un problème environnemental, électrique ou d'inondation, que sais-je encore. En tout cas, vos données sont plus disponibles par rapport à un data center donné. OVH a clairement indiqué quelles étaient ses limitations. Donc, si je vais dans le cloud, c'est pas je m'affranchis de toute la compétence informatique. C'est je décide de mettre sous forme de prestation de service certains, alors soit infrastructure, logiciel ou tout ce que je peux imaginer dans l'informatique, mais je le mets pas en disant voilà, j'achète pas une glace, hein. J'achète pas un cornet de glace, c'est un peu plus compliqué. J'externalise une partie de mes services et la continuité de service m'incombe tout le temps. Il y a deux choses. Si vous avez souscrit un service avec une redondance, peu importe le terme de redondance, ce soit sur plusieurs serveurs, plusieurs data centers, plusieurs opérateurs, donc plusieurs hébergeurs, si vous avez souscrit un service chapeau, charge à votre prestataire de service de s'organiser comme il l'entend pour vous rendre le service. En l'occurrence, OVH n'a jamais dit, et c'est surtout qu'il a très clairement dit de ce qu'il faisait pas. Oui. Vous prenez des serveurs, sur cette typologie d'offres, le serveur, il est localisé, ils ont toujours été je suis pas un pro anti-OVH, enfin, j'ai pas d'action chez OVH. Oui, je dis juste de manière tout à fait factuelle ce qui s'est passé. Après, ce qui est intéressant de voir, mais on en parlera, c'est la réaction aussi bien des médias que pire du politique. Donc, petite anecdote là, mais on en parlera tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que le cloud, c'est pas simple. Ça reste quand même de l'informatique, ça nécessite des compétences techniques. Où sont mes données? Est-ce que j'y ai toujours accès? Quelles sont les périodes de maintenance? Est-ce qu'elles sont sécurisées au sens fiabilisées? Les sauvegardes sont-elles sur le même site? Enfin voilà, on met pas de ses œufs dans le même panier. Les données, c'est pareil. Un data center, ça peut brûler. Un data center, ça peut tomber en panne. Il peut y avoir aussi un data center, et forcément avec des liens télécoms. Je peux ne plus avoir accès
au data center, même s'il fonctionne très bien, uniquement pour la partie télécom. Ça fait partie également de, quand je vais dans le cloud, je m'assure d'avoir plusieurs chemins pour y aller. Hein, donc ça, c'est aussi important. Donc moi, ce que ça me fait dire, c'est que OVH, bah oui, il y a eu un incendie parce qu'il y a eu un incendie. Après, j'ignore quelles sont les causes de l'incendie et c'est pas l'objet de la question. Ce qui est intéressant, c'est de dire, attention, ça c'est compliqué. C'est pas parce que vous avez compris sur le site web qu'en cliquant là, en mettant votre carte bancaire, vous aviez le service et puis fin de l'histoire. Après, il faut savoir ce qu'il y a réellement dans vos clouds. Là, typiquement, on a un ministre, je crois que je suis sûr, même c'est le ministre de l'Éducation nationale, qui nous dit que à cause de l'incendie chez OVH, le dispositif d'éducation à distance ne fonctionne pas. Bon, Michel, le représentant d'OVH clairement dit, écoutez, moi je veux bien assumer le fait qu'on a un incendie, mais là, pour le coup, cette application, elle est pas chez nous, donc on a le dos large, mais il faut quand même savoir raison garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cloud, c'est un nuage, c'est une nébuleuse pour la plupart des gens, hormis les informaticiens, on va dire chevronnés, rompus à l'exercice. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Aller dans le cloud, c'est parfois plus compliqué que tout maîtriser à la maison. C'est aussi, souvent, ça peut être plus cher. Ça peut revenir plus cher. Peut-être moins souple, parce que justement un modèle industriel, mais tout ça, ça s'analyse, et ça s'analyse par des professionnels de l'informatique qui sont rompus avec l'exercice d'avoir des infrastructures soit en cloud, soit hybride, soit on-premise. En général, il faut mieux être bon sur les trois pour justement dire, ce service-là, j'ai aucun intérêt à le garder chez moi pour X, Y raison, donc je le fais faire par un prestataire de service. Aujourd'hui, ça s'appelle le cloud, demain, ça s'appelle autre chose. Voilà. Faut démystifier, en fait. Ça, c'est sûr. Mais je te rejoins complètement sur ta conclusion, sur ce que tu as dit autour de VH, c'est que les gens ont acheté un service et pensaient que c'était fini, sauf qu'ils n'ont pas regardé exactement ce qu'ils prenaient. Et OVH a différentes offres. Et des fois, quand on prend la première offre, la moins chère, c'est pas celle qui est le plus protégée. Donc après, il y a tout ce côté-là. Et puis je te rejoins aussi, c'est que il faut savoir ce qu'on met et comment on y va. Et ça, c'est souvent avec des professionnels, des gens du métier qui vont aider les entreprises à trouver la bonne solution, parce que c'est ce que tu dis, des fois c'est pas forcément avantageux économiquement parlant pour l'entreprise. Des fois aussi il peut y avoir des contraintes techniques par rapport à des logiciels qui sont en interne, qui peuvent poser questions, surtout dans le logiciel de CAO, PAO, tout ce qui est lié un petit peu autour de ces métiers-là. Donc des fois ça peut être un peu compliqué. Donc ça à l'entreprise de bien savoir aussi ce qu'elle veut faire, comment elle veut travailler, ce qu'elle a aussi et comment elle veut y aller. Et puis après, les moyens qu'elle veut y mettre aussi financiers. Si je peux me permettre de rajouter une chose par rapport au panorama, aller dans le cloud c'est bien, mais il faut toujours prévoir la route retour. C'est-à-dire, j'ai externalisé une partie, alors toute ou partie de mes services pour suivant un contexte qui était le mien. Je souhaite réinternaliser partie de mes services parce que le contexte a changé, parce que voilà. Aller dans le cloud c'est simple. En revenir, c'est pas aussi simple que ça. Donc là, c'est pareil. Penser qu'on va faire une sauvegarde et puis on va pouvoir redémarrer en interne. Attention, des fois, quand on est dans le cloud, on y est pour longtemps. Parce que la réinternalisation, aussi bien des compétences que des infrastructures, ça se fait pas en claquant des doigts, surtout avec un marché qui est hyper tendu sur ce genre de sujet. Donc c'est aussi... c'est simple d'y aller, attention à la route retour. Oui, tout à fait. La notion de réversibilité est très importante et on essaye nous toujours de le mettre en avant vis-à-vis des clients pour leur dire attention, vous voulez partir, mais si on veut revenir, voilà ce qui peut se passer. Un autre sujet, on l'a commencé tout à l'heure à l'évoquer, c'est le côté ransomware. Il y a eu 270 attaques de ransomware à travers le monde sur le mois d'avril, ce qui a été recensé, bien plus qu'en mars, février ou encore janvier. On voit que c'est un sujet qui devient de plus en plus important. En plus, en France, il a été dit qu'on payait beaucoup plus que les autres les rançons, parce qu'il paraît qu'il y a 65% des montants extorqués aux entreprises françaises qui sont payés, d'après une étude ISCOX. Toutes les entreprises ne sont pas épargnées, tu l'as dit, tu parles de TPE, PME, les TPE sont aussi touchées, sauf qu'on en parle un peu moins. Toi, déjà, est-ce que tu penses qu'il faut payer la rançon ? Alors, la rançon, c'est vraiment un choix interne à l'entreprise, interne aux dirigeants d'entreprise, de dire je dois redémarrer vite. Si je paye, j'ai une chance de pouvoir redémarrer. Personnellement, je fais en sorte de ne pas être en position d'être obligé de payer la rançon dans l'approche des sociétés qui me font confiance. Tout simplement
parce que, la rançon, c'est un cyber-business. Tu l'as dit, tu as cité des montants au début du podcast, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. C'est hyper rentable, très peu risqué. Le risque est quasi nul, enfin en tout cas pour les gens qui sont rompus à l'exercice, ne se feront jamais attraper. C'est hyper lucratif, pas risqué, pas fatigant, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. C'est vrai que je te coupe par rapport à ça, j'avais suivi, il y avait mais peut-être que tu y avais été, une conférence de monsieur, alors je me rappelle plus du nom, qui travaille sur l'intelligence économique. Il était venu à Saint-Étienne, il avait fait une conférence à ce sujet-là, et autour de tout ça, et il avait dit, il faut être, et je le cite, il faut être con pour maintenant aller braquer un convoyeur de fonds, alors que derrière son écran, on peut être tranquille et avoir beaucoup plus d'argent. Voilà, donc ça montre un petit peu que le grand banditisme est en train de changer, change, bon, il en reste encore d'autres, mais ouais, je trouve que, je te rejoins bien sur ces sujets-là, que c'est un marché très très lucratif, quoi. Alors, justement, ne pas se mettre, de mon point de vue, au niveau professionnel informatique, c'est tout faire pour ne pas être en obligation de payer une rançon pour pouvoir continuer son activité. Le paiement, on va dire, c'est le moyen le plus simple, certes, peut-être à court terme, et encore une fois, j'ai de nombreux cas de figure où, bien qu'ayant été payé la rançon, les données n'ont pas pu être récupérées, ou alors la rançon devient vite un abonnement. C'est-à-dire que le cybercriminel a vu que le client payait, au départ il lui rend les clés pour accéder à ses données, puis la semaine d'après il lui dit écoutez, au fait j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez pas que je les publie, il va falloir payer une deuxième rançon. Et d'ailleurs vous allez me prendre un abonnement parce que moi tous les mois sinon je les publie. Donc il faut être très prudent, c'est un engrenage, on met le doigt dans un engrenage, c'est le système des rançons, c'est pas l'informatique qui l'a inventé, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, je parlais des diligences tout à l'heure, mais ça va bien avant, les pirates sur toutes les zones commerciales, toutes les zones d'échange, aujourd'hui on parle de cyber-échange, mais depuis que les échanges existent, il y a eu des pirates pour vous rançonner. Depuis que le monde est monde et depuis que les échanges existent. Donc pour moi, il faut se mettre en capacité de pas être obligé de payer la rançon. Donc un gros travail sur la cybersécurité, de ce que j'appelle, moi, un gros travail de prudence, la prudence numérique, ce que j'appelle la e-prudence. On parle des emails, du e-commerce, mais moi je parle de la e-prudence, et on en parlait au départ, la prudence, ça prend. Donc il faut éduquer les gens, et les éduquer depuis le plus jeune âge. C'est peut-être qu'il y a un sujet qu'on abordera plus tard. Donc moi non, payer une rançon, c'est vraiment un aveu d'échec, parce qu'on n'a pas fait le travail en amont pour, soit détecter l'attaque, soit la contrer, soit avoir un dispositif de retour en conditions opérationnelles à travers des sauvegardes, à travers une gestion de crise, à travers des exercices de PRA ou de PCA, plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité en cas de crise. Aujourd'hui c'est une crise cyber, mais demain ça peut être une crise logicielle, un gros bug, que sais-je encore. La transition est toute trouvée, et il faut parler de protection et prévention, parce que c'est vrai que là pour l'instant on est un petit peu pessimiste, un petit peu alarmiste, mais il y a quand même des choses qui existent, des moyens de protection, des moyens de prévention qui existent. Pour toi, quelle est la priorité pour tout type d'entreprise ? De la TPE jusqu'au grand groupe. Après, les moyens sont pas les mêmes, mais quelle est pour toi la priorité ? Il y a 3 sujets prioritaires de mon point de vue. Le premier, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire la prudence. Tout petit, on nous a appris que pour traverser une route, on regarde à gauche et à droite avant de traverser. Nos grands-parents nous disaient souvent quelque chose, et je vais le traduire en monde numérique. Moi, c'est ce que j'ai appris à mon gamin. Je lui ai dit, tu tournes 7 fois la molette avant de cliquer. Ma grand-mère me parlait d'autre chose, mais c'est exactement la même chose. Oui. Donc, la sensibilisation, c'est quoi qu'on en dise, c'est quelque chose qui doit être répété régulièrement. Tout simplement parce que en face, on a des organisations qui sont très douées sur le plan psychologique, et ils savent vous amener dans des situations, soit à travers des échanges, en citant des contextes, en faisant un petit peu d'ingénierie sociale sur vous, pour vous mettre en situation, alors soit de faiblesse, soit de baisse de garde, qui vous amène à vous réfléchir un peu moins et vous cliquez. Et plaf. Donc ça, c'est la première chose, c'est connaître, sensibiliser, et puis aussi, c'est démystifier. Déjà, connaître, c'est avoir un petit peu moins peur de ce qui se passe, donc la sensibilisation. Le gros du travail, c'est la sensible. La deuxième, c'est bien sûr tous les moyens techniques. En informatique, on a tout ce qui est hygiène informatique, bonne pratique. Bon, la première, c'est, pour moi, de mon point de vue, c'est l'application systématique du moindre privilège. Aujourd'hui, les utilisateurs ne doivent avoir des privilèges informatiques nécessaires et suffisants pour
leur activité, mais en aucun cas on doit avoir trop de privilèges informatiques, ce qui en général facilite la vie des pirates et surtout la propagation des ransomware. C'est vrai que ça, par rapport à ça, on le voit souvent, c'est que les employés ont souvent les droits administrateurs, donc peuvent tout faire sur le poste, et c'est là que part souvent des attaques où le pirate sur un poste peut faire n'importe quoi, parce que mais ça, je crois que c'est compliqué de le faire rentrer dans les mœurs dans les entreprises. Alors, c'est compliqué, mais néanmoins, c'est comme les enfants et la porte du four. Hein. Je reprends toujours ça. Tant que l'enfant n'a pas mis la main sur la porte du four qui était un peu chaude, on fait en sorte qu'il se brûle pas, on est d'accord. On a beau lui dire touche pas la porte du four, il va venir toucher la porte du four. Pourquoi? J'en sais rien. Les psychologues pourraient dire rien. C'est exactement la même chose. Tant qu'on s'est pas fait mal, alors il faut quand même qu'on puisse en survivre. Hein, donc on n'est pas sensibilisé. Et puis souvent, c'est comme la loterie, on dit il y a que les autres qui gagnent. Non, ça, je disais au départ, ça arrive à tout le monde, quelle que soit l'entreprise, que ce soit de l'artisanat, de l'industrie, du secteur du service, ou des collectivités locales, ou des officines gouvernementales, tout le monde est ciblé. Donc, ce que je disais, c'est la gestion des droits. Moins on est capable de faire de choses, moins on peut commettre de dommages à l'entreprise. Hein. Une voiture, si elle roule à 200 km/h, on lui permet de rouler à 200 km/h, alors que c'est limité à 130, c'est un peu dommage. Parce que, quoi qu'à 130, je pense qu'un accident est très grave déjà, enfin 200, à mon avis, on n'a plus beaucoup de chance. Mais voilà, si déjà on dit, on limite la possibilité de propagation, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est on cloisonne. Certes, c'est compliqué de dire, pour passer d'un environnement à l'autre, j'ai une cloison, j'ouvre une porte, mais aujourd'hui, pour rentrer chez moi, j'ai une porte avec une serrure et je m'y en accommode. Par contre, je vais avoir du mal à avoir une serrure entre ma cuisine et ma salle de bain, par exemple. On est d'accord. Donc là, après, c'est une analyse de risque par rapport à l'entreprise, c'est à quel niveau de segmentation des infrastructures on veut aller pour justement limiter la propagation en cas de problème. Et enfin, si tous ces points-là ont échoué, c'est les sauvegardes. Parce qu'il faut repartir. Donc qui dit sauvegarde dit aussi exercice de PRA, de PCA, les procédures sont prêtes. On a rejoué les dispositifs, c'est important de les rejouer à blanc hors situation de crise. Tout simplement, si vous avez une téléphonie d'entreprise qui est basée sur la techno IP et que votre réseau est complètement poutré, vous n'êtes même plus capable d'utiliser vos téléphones d'entreprise. Vous allez me dire tout le monde a des GSM, on est d'accord. Mais néanmoins, sans réseau d'entreprise, ça peut vite poser problème pour tous ceux qui n'ont pas de téléphone dans l'entreprise, tout simplement. Et le fait de les borgner, la gestion d'accès, si vous n'avez plus de réseau, des fois les portes ne s'ouvrent plus, j'ai plus accès. Enfin voilà, ça a l'air d'être bête, mais il faut penser à tous ces cas de figure. Et là, ça vous met dans la grande difficulté lorsque vous êtes en crise. Les sauvegardes et les plans. Voilà, donc les 3 points, je les répète, c'est 1, savoir, donc la sensibilisation. 2, les moyens techniques qui sont en fait la bonne hygiène informatique, et ça, il y a pléthore de sociétés et de l'ANSSI qui publie des choses. Au-delà de les publier, il faut les mettre en œuvre pour la plupart. Après, la partie technique, les droits et habilitations, faut pas faire n'importe quoi. Tu as cité le fait que pour un souci de pratique, on se donne beaucoup plus de droits que nécessaire. Et enfin, c'est le fait de pouvoir redémarrer en cas de problème. C'est vrai que souvent les gens se concentrent, ce qu'on remarque, je pense que tu me rejoins, se concentrent sur la partie technique. Parce que tu le dis, il y a pléthore d'entreprises qui vendent de la solution. Antivirus, solutions de sauvegarde, tout type de solutions qu'on peut voir, et souvent les gens oublient la partie sensibilisation, parce qu'ils pensent que c'est fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, alors que dans notre métier, on a souvent tendance à dire que 80% des problèmes se situent entre l'écran et la chaise. Donc c'est l'utilisateur. Donc tu l'as bien dit, il y a cette partie sensibilisation, et il y a aussi cette partie reprise. C'est bien, on fait des sauvegardes, c'est bien, mais est-ce qu'on les a testées? On parle du cas des sauvegardes parce que c'est le plus flagrant, mais comme tu dis, il y a plein d'autres choses. Est-ce que en cas de coupure électrique, mon onduleur il prend bien le relais? Est-ce que en cas de coupure, j'ai 2 liens internet, mais en cas de coupure du lien, l'autre il prend bien le relais? Tu parlais aussi de ces sujets-là tout à l'heure. C'est bien de mettre deux liens, mais est-ce qu'ils arrivent par le même côté? Est-ce qu'ils sont du même opérateur? Parce que si on veut s'affranchir d'un coup de pelleteuse, si ça passe par les mêmes tuyaux dans la rue, ça sert à rien. Je sais que c'est des sujets que t'avais parlé dans le passé, je pense, avec Casino. Moi, c'était des sujets que j'avais parlé parce qu'on était un peu voisins, un peu plus haut là quand j'étais au CESU, au chèque emploi service, où pareil, on demandait 2 liens. Les opérateurs déjà ont du mal des fois à comprendre qu'on veut ça, et on leur laisse pas le choix. Donc c'est tous des sujets où
en fait, on oublie trop. On parle bien de la partie technique, on se maîtrise l'antivirus, on sait installer un antivirus, on sait mettre une solution de sauvegarde, mais après, on sait pas ce qu'on va en faire. Moi, je vois trop souvent des clients où on arrive, la sauvegarde, elles ont jamais été testées. Donc, voilà. Je voudrais aussi revenir sur la partie protection. Je pense que il y a l'innovation qui avance, et il y a l'innovation qui avance. On commence à avoir un peu plus d'intelligence autour de ces sujets-là. T'en as parlé vis-à-vis de Serenicity. Moi, je trouverais intéressant aussi que par rapport à ce que fait Serenicity, par rapport à cette évolution du Detoxio, c'est le nom de l'outil, voir comment vous vous positionnez, parce que je trouve que c'est assez novateur. C'est aussi l'intérêt de montrer un petit peu d'innovation dans ces domaines-là, qu'on s'arrête pas qu'à l'antivirus, qu'au pare-feu, qu'aux sauvegardes, mais qu'il y a d'autres sujets. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus La genèse de Serenicity, c'est pouvoir sécuriser les réseaux des territoires. Typiquement, les territoires, vous avez la gestion d'une ville, donc ça va de la gestion du trafic, la gestion de l'eau, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui fait tourner une ville, vers des centres de données. Entre les deux, entre ces capteurs et puis les centres de données, il y a des réseaux. Et on s'est aperçu que ces réseaux dits industriels sont très peu sécurisés. Alors, ils le sont de plus en plus, mais quand on s'est lancé, en tout cas, c'était pas quelque chose qui était monnaie courante. L'informatique industrielle étant quand même un monde, non pas un monde impar, mais un monde qui est assez fermé. On a décidé de regarder en fait ce qui se passait sur ces réseaux dans le sens où qui discute avec qui et comment. Mais on n'a jamais voulu aller dans le quoi. Ça, c'est important. Alors, le qui avec qui et comment est pour dire, moi, j'ai aucune raison de parler avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en business, avec quelqu'un que je connais comme étant un bandit de grand chemin. Donc, je vais faire en sorte, sur le plan cyber, de répliquer cette démarche en disant, je ne parle que avec ceux avec lesquels je suis censé parler, ou en tout cas, je ne parle pas avec les gens qui sont connus comme étant des nuisibles. Et parti de là. Donc, le Detoxio, c'est pour détoxifier l'in et le out, c'est-à-dire les flux entrants et les flux sortants, pour dire tous les flux toxiques qui essayent d'entrer ou qui essayent de sortir. Les flux toxiques sortants, c'est des flux pour lesquels, en fait, la menace est déjà en interne, vous avez déjà été compromis, et les flux essayent de sortir. En général, c'est l'exfiltration de données, ou alors aller chercher des ordres sur un command and control. L'objectif était de dire, pour sécuriser ce type de réseau, on ne peut pas mettre les dispositifs classiques comme des sondes bien compliquées, des firewalls tout autant, des antivirus, parce que certains dispositifs ne supportent pas d'avoir un antivirus, tout simplement. Par contre, il est intéressant de savoir de qui cause avec qui, de façon à ce que on bloque justement ces flux toxiques. C'est parti de là. Et de là, on a également fait un énorme focus sur la matérialisation de ce qu'est la cybercriminalité. C'est-à-dire à travers une interface simple et qui doit être accessible par tout un chacun. On parlait des TPME. Le rôle de la TPME, c'est de créer de la valeur sur son domaine de compétences. C'est en aucun cas de devenir un expert cyber-informatique. Alors, on a qui aiment bien, mais ils sont rares. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est là pour aider les entreprises à créer de la valeur, en tout cas ne pas en perdre par rapport à la cyber. Donc, il faut avoir quelque chose de simple, de dire il se passe quelque chose ou pas, et quand il se passe quelque chose, l'innovation réside aussi dans la remédiation automatique. Quand je sais que j'ai un flux toxique, je le coupe. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça fait de plus qu'un firewall? Qu'est-ce que ça fait plus qu'une sonde? Quand on se met en doublon par rapport à ce type de dispositif, on trouve, dans 100% des cas, parce qu'il n'y a aucun cas, on n'a jamais rien trouvé, des flux toxiques qui continuent à passer à travers tous les dispositifs de filtrage. Donc, c'est comme aller dans le cloud, c'est une fois que j'ai acheté un firewall, ça ne veut pas dire que je suis sécurisé. Donc le firewall, je vais bien le configurer, très bien. Il peut y avoir des erreurs de configuration, vu que c'est configuré par des gens, les gens font aussi des erreurs. Il peut y avoir des bugs dans le firewall. Il peut y avoir, là j'ai un peu plus de mal à le dire, mais des compromissions. Ce ne sont pas des bugs, mais enfin on sait très bien ce que c'est qu'une NSAKey ou ce genre de truc. Tout ça fait que si vous vous basez uniquement sur ce que vous dit votre équipement de filtrage et sa station de supervision, déjà s'il y a un bug, la station elle va pas vous dire qu'il y a un bug. La station va vous afficher ce qu'on lui a demandé d'afficher. J'ai ouvert tel port, mais la station vous dit que vous avez ouvert un autre port. Comment vous faites? Vous vous fiez à la station. Si vous avez qu'un seul point de mesure, c'est terminé. Donc avoir un double point de mesure permettant de dire, avec un équipement qui lui mesure l'ensemble des flux et ne fait aucun filtrage sur dire ça doit être une adresse gouvernementale, je laisse passer, je le dis à personne, l'ensemble des flux, vous avez un double contrôle, dire certes j'ai bien configuré mon firewall, je me perçois que là il y a un bug sur tel protocole, parce qu'in fine, il laisse passer tel ou tel flux. Alors que la station de supervision du firewall vous dit explicitement que c'est coupé. C'est le thermomètre, la mesure du thermomètre et le ressenti de la chaleur.
Il faut tout avoir dans ce cas-là. Et le fait d'avoir un simple contrôle, à mon avis, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, l'objectif Serenicity, c'est d'apporter ce niveau de sécurité au niveau des TPME, qui n'ont en plus pas forcément des dispositifs de sécurité tels que des SAN et des firewalls, donc des Toxio et les autres outils de Serenicity, embarquent ces fonctionnalités adaptées aux TPME. Je te rejoins, on parle de pare-feu, donc c'est vrai que ce pare-feu est là. C'est un boîtier physique, maintenant virtuel, mais ça reste la porte d'entrée où tout va passer par là. Et ce pare-feu, il vit pas tout seul. Il faut l'administrer. Et une TPE PME, une petite PME n'a pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un qui va le suivre. Il y a des boîtes qui vont le faire, sûrement très bien, mais qui ne le suivent pas régulièrement. Et je trouve que l'avantage du Detoxio, c'est que ça va pas forcément venir le remplacer, mais ça va venir compléter, ça peut venir compléter et venir aussi amener un peu plus d'automatisme. Serenicity, c'est plutôt celui qui va venir capter tous ces flux et qui va venir les remettre dans tous les boîtiers qu'il aura. Donc ça va simplifier aussi la vie des TPE qui n'ont, comme tu le dis, qui ne sont pas experts, qui doivent se concentrer sur leur métier. Et je trouve que c'est l'avantage parce que dans notre métier, on a souvent tendance à avoir des gens qui sont faiseurs et on a besoin d'eux, s'ils sont pas là, il faut de l'humain derrière l'informatique et des fois les TPE PME n'ont pas les moyens de prendre cet humain ou de l'externaliser, même de l'externaliser, des fois ils peuvent pas, et encore moins d'avoir cette compétence-là. Alors je voulais compléter par rapport pour finir de répondre à ta question, par rapport aux outils de Serenicity, on a donc tout un pan de traitement des flux toxiques, mais on a aussi tout un pan de traitement de ce qu'on appelle des signaux faibles. Typiquement, rapidement, on est capable de dire aux dirigeants d'entreprise, de manière graphique et totalement expurgé de tout dogme technique lié à la cyber. Déjà, l'informatique, c'est compliqué, mais la cyber, c'est loin d'être plus simple. Donc, si on leur donne des fichiers de log, très bien, c'est totalement abscon. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est un module de détection de signaux faibles. Typiquement, on leur pose la question à travers le logiciel, donc c'est sous forme de petits icônes. Est-ce que c'est normal que votre poste qui est dédié à la comptabilité, parce que vous l'avez mis comme ça, converse avec une adresse IP à l'autre bout du monde, en pleine nuit. Cette adresse IP, elle peut être tout à fait légitime, mais est-ce que c'est normal que votre poste de compta converse à l'autre bout du monde en pleine nuit? Ce qu'on appelle les signaux faibles. Dans les flux non toxiques, ce qu'on a fait, c'est une catégorisation des flux que l'on pense être suspects par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Donc, en fait, comment font les pirates? Ils vous attaquent avec des adresses pourries, vues comme étant toxiques. Par contre, ils exfiltrent où ils commettent leurs méfaits avec des adresses qui, elles, sont encore vierges. Et celles-ci, elles passent tous les équipements de sécurité, qui est même les plus performants soient-ils. Donc, à partir de là, tout simplement, signal faible, monsieur, est-ce que, vous conversez avec la Corée du Nord? Normal, pas normal. Peut-être que vous avez un business en Corée du Nord. Alors, j'ai pris cet exemple-là, parce qu'avec la Corée du Nord, il y en a très peu qui ont de business, donc ça devient vif flagrant. Voilà, donc, mais ça, typiquement, quand on arrive dans une TPME, on dit par exemple une pharmacie, est-ce que c'est normal que l'armée je vais pas citer quelle armée, parce que je voudrais rester en vie, vienne converser avec votre dispositif en interne et regarder quel est le volume qui est changé, et en plus, en général, c'est la nuit. Bon, alors, c'est avec le décalage horaire, on pourrait penser qu'il y a des accords entre les laboratoires et tout. Au niveau de l'armée, sur une pharmacie, qu'est-ce qu'elle vient faire? Donc là, gros warning, comment ça se fait que je discute? L'armée n'est pas vue comme étant toxique aujourd'hui. Cette adresse-là, elle n'est pas vue. Oui, forcément. Elle n'est pas vue comme étant toxique. Peut-être à l'heure où on se parle, elle a été catégorisée parce qu'ils ont fait un peu d'offensif avec, mais ça, si on vous le dit pas, le firewall, il va pas vous le dire. Le firewall, il va vous dire, il va rien vous dire d'ailleurs, parce que c'est un flux légitime, donc il va le laisser passer. Sauf que vous, ça vous donne un élément de compréhension sur votre cartographie applicative. Est-ce que c'est normal que j'aille systématiquement sur tel réseau social, des Twitter, du Dropbox, tout ce qu'on peut imaginer, rapidement? Non, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose qui exfiltre la donnée à l'insu de mon plein gré. Donc, ça permet aussi, avec des rapports automatiques que nos prestataires peuvent faire grâce à nos outils, protéger leurs clients en termes d'obligation de satisfaction au RGPD,
en tout cas l'obligation de moyens. Monsieur, toutes les semaines j'ai un rapport qui me dit ça, j'ai traité cet événement. Bon, il s'avère que finalement le business que j'ai avec l'autre bout du monde, effectivement c'est un sous-traitant d'un de mes fournisseurs, donc c'est normal. Enfin bref, on a expliqué la légitimité du flux. Donc ça vous permet de passer ce flux en catégorie de confiance, et comme ça vous n'y revenez plus dessus. C'est ça aussi, c'est donner la matière simple de détecter les signaux faibles. La cyber, grosso modo, tout le monde peut ou prou faire la même chose. Je suis d'accord. Après, c'est dans l'intelligence. Nous, on accompagne nos TPME avec nos partenaires. Enfin, nos partenaires accompagnent. Nous, on accompagne nos partenaires pour leur donner des outils leur permettant de se concentrer à la création de valeur pour les TPME. C'est pas pour, monsieur TPME, je vais vous vendre 10 jours d'analyse d'un audit cyber. Avec le tarif d'un audit cyber versus la pénurie de ressources et tout. Alors, il en faut, hein. La TPME, à la limite, c'est pas ce qui l'intéresse, c'est le résultat de l'audit, et surtout le plan de remédiation et quand est-ce qu'il sera mis en œuvre. Oui, tout à fait. Nous, on a diminué autant que faire se peut les phases d'audit. On a donné les outils à nos partenaires, leur permettant de créer de la valeur sur les phases d'après, c'est-à-dire la remédiation, ou le conseil de remédiation. Oui, je pense que c'est important parce qu'un audit de sécurité, on sait que ça peut coûter très cher, et nos TPE, PME ne peuvent pas se le payer. Et je pense que ça intéresse. Enfin, pour moi, c'est vraiment intéressant, et un sujet de façon, où il faut que tout le monde avance, parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, tout le monde va se faire attaquer, sauf qu'on, pour l'instant, on sait pas quand. Moi, je suis souvent dans le mode chez nos clients à leur dire comment on réagit face à une cyberattaque, parce que ça va arriver. On aura beau m'être sensibilisé, ça arrivera. Donc maintenant, à essayer de trouver les moyens pour être plus résilient. Donc tu parlais de PRA et PCA, pour moi c'est hyper important, ça il faut souvent les tester, il faut souvent vérifier, mais pour moi c'est assez important par rapport à ça. Tout à l'heure aussi, on parlait de sensibilisation, de prévention, de faire démystifier tout ça. Il y a eu il me semble en février, notre président Emmanuel Macron a présenté un plan de 1 milliard d'euros dédié au soutien de la filière cybersécurité. Il y aura 720 millions d'euros de financement public qui vont s'articuler autour de plusieurs chantiers. Donc déjà de développer des solutions nationales de cybersécurité et tripler le chiffre d'affaires du secteur. Donc pour l'instant qui est, je sais pas combien il est, mais l'objectif c'est d'être à 25 milliards d'euros d'ici 2025. De renforcer les liens et les synergies entre les différents acteurs de la cybersécurité, de créer une sorte de campus, de mise en place d'actions de sensibilisation afin de promouvoir les solutions un peu plus nationales. On a cybermalveillance.gouv qui diffuse de plus en plus d'informations, on a des labels qui commencent à se créer, un volet de formation, parce qu'il faudrait qu'on ait plus de compétences en France. Actuellement, ça on va y revenir, mais je pense que c'est aussi important, et un soutien en fonds propres dédié aux startups. On en a parlé, il y a déjà quelques années, tous les deux, on avait été une table ronde au CNAM à Saint-Étienne pour parler leur nouvelle filière cybersécurité. Est-ce qu'on a autant de compétences qu'on a besoin en France sur la filière cybersécurité ? Il y a un vrai sujet pénurique, ça c'est sûr, qui va pas s'arranger parce que la cyber se complexifie. Aujourd'hui, pour être compétent en cyber, c'est pas une formation de quelques jours, quelques semaines, c'est tout un écosystème qu'il faut appréhender. Pour être très très bon en cyber, après il y a différents métiers dans la cyber, mais pour comprendre comment ça marche, il faut déjà comment marche un ordinateur, comment on développe, quelles sont les caractéristiques d'une technique, d'une chaîne de transmission. On parlait des télécoms tout à l'heure, donc c'est hyper vaste. Donc oui, pénurie de compétences, peut-être pénurie de vocation. Aujourd'hui, pour faire de la cyber en tant qu'acteur, moi j'ai été RSSI, souvent tout seul, et on a de plus en plus de responsabilités. En plus, avec toutes les lois mortifères liées à la gestion des données, excusez-moi du terme, mais je suis totalement vent debout sur toutes ces lois qui consistent à nous empêcher de créer de la valeur, alors que tout le reste de la planète utilise des données et qu'on les donne spontanément à nos données, à tout ce qu'on appelle les GAFA ou les BATIX, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet de dire, aujourd'hui, en tant que RSSI, j'ai une responsabilité pénale. Bon, ça va pas aussi favoriser, ou alors on va spéculer. Enfin, il va y avoir une spéculation. Je veux dire, aujourd'hui, il y aura que des mercenaires qui vont faire ça, et les boîtes vont dire, moi, j'ai plus les moyens de me payer les mercenaires. Enfin, la plupart des boîtes. Je pense qu'il faut créer non seulement la partie compétences, mais il faut créer tout l'écosystème.
Je me bats aujourd'hui pour que la profession de la cyber soit réglementée, au sens où en France, tout un chacun peut faire la cyber. Demain, quelqu'un qui a un diplôme de voyante, j'ai rien contre les voyantes, peut faire la cyber et s'installer faire la cyber. Alors que si on veut ouvrir un salon de coiffure, il faut avoir un diplôme. Si on veut ouvrir une boucherie-charcuterie, il faut avoir un diplôme. Il y a des métiers réglementés, la cyber ne l'est pas encore. D'accord, alors que sur la cyber repose parfois la survie des entreprises. Une fois qu'on a pris une attaque, on s'en remet pas. Combien de faillites d'entreprises ont eu lieu peu de temps après une attaque cyber? Aujourd'hui, les statistiques sont assez floues sur le sujet, mais on va finir par en avoir. Mais c'est un vrai risque. Donc l'idée, c'est la formation. Alors l'information du public, la formation des experts. Faire en sorte que ce soit réglementé pour que ça ne devienne pas un cyber business auto-spéculatif. Parce que quand je vois le nombre d'agences qui se montent pour réglementer les autres agences, le cybercommande, le cybertruc, là, la défense ou je sais pas quoi, oulala, ça fait beaucoup de choses là. Mais concrètement, est-ce que je vais avoir accès à plus de cyber? Est-ce que mon entreprise va être mieux protégée? Est-ce que quand je vais poser une question, j'aurai quelqu'un qui me réponde? J'en sais rien. Peut-être. Mais je vois pas le fait de faire un immense immeuble à la défense va pouvoir protéger les PME de province. Vous voyez, c'est il faut faire tout. Donc oui, il faut renforcer la formation, mais il faut également renforcer la fabrication. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dès qu'il y a un porte-container qui bloque le canal de Suez, on n'a plus de puce électronique, ou alors ça met beaucoup plus de temps. C'est un détail, on me dira, ouais, mais sans puce électronique, on fait plus grand-chose aujourd'hui. Et sur la cyber, c'est pareil, on a décidé que toutes les fonderies du silicium étaient pas les bienvenues, en tout cas sous nos latitudes. Je dis, attention, on est complètement dépendant. On parlait du cloud tout à l'heure, on a externalisé tout ce pan de la production qui contribuent à la cyber, qu'est l'électronique, on va avoir un vrai sujet là-dessus aussi. Donc moi je pense qu'il faut l'information et pour en revenir à la souveraineté. Être capable d'être autosuffisant, je vais pas dire de vivre en autarcie, c'est pas le sujet, mais d'être autosuffisant pour garantir que notre espace numérique est viable dans le sens viable pour les individus, avec la protection des données à caractère personnel, mais viable pour la création de valeur, avec le fait d'avoir une espèce de douane numérique, n'importe quel flux ne va pas rentrer sans être filtré. Alors je vais mettre à dos tous ceux qui prônent la liberté absolue sur l'internet, mais rappelons-nous que la liberté s'arrête là où commencent les autres. Donc donc il faut faire un peu attention de dire aujourd'hui, si je peux impunément être attaqué par n'importe quelle contrée, n'importe quel pays, pourquoi moi, quand je dois aller dans ces pays-là, je passe une frontière physique alors que les données peuvent venir m'attaquer. En plus, en France, j'ai pas le droit de riposter, parce qu'on n'a pas le droit d'attaquer. Et quand je veux appeler à l'aide quelqu'un, on a des agences comme l'ANSSI, elle fait un très bon boulot, mais elle est quand même avec un périmètre, alors limité, en tout cas circonscrit aux OIV et aux OSE, enfin aux organismes identifiés comme tels. La PME de province, aujourd'hui, elle se retourne par qui ? Par cybermalveillance. Bon, Jérôme Notin, que je connais très bien par ailleurs, fait un superbe boulot, mais c'est pas lui qui va aller... Enfin, c'est l'équipe pour aider. Voilà, donc lui, il va pouvoir sensibiliser et tout. En fait, il n'y a pas... Quand vous avez un problème, vous, dans la vie, vous appelez la police. Aujourd'hui, quand la police, quand un État a un problème, il a son armée. Sur le plan cyber, quand vous, individu, vous avez un problème, vous vous retrouvez tout seul. Et quand entreprise, vous avez un problème, vous vous retrouvez tout seul. 2, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Vous pouvez que vous défendre et pleurer. Vous pouvez pas riposter et on ne peut pas vous défendre. Il n'y a pas une police du numérique qui dit « Attendez, j'ai arrêté le malfrat avant qu'il vienne commettre son effet. » Il faut prendre en considération tout ça pour dire « Je ne peux pas externaliser ma sécurité informatique, compte tenu qu'il n'y a pas de dispositif me permettant de le faire, aussi bien technique que réglementaire. Donc, je dois couvrir ce risque en interne, c'est-à-dire par mes propres moyens, au sens où je prends des prestataires qui vont bien, et puis on fait tout ce qu'on a dit en début de podcast. C'est vrai que je te rejoins, on n'a pas de compétences, pas assez de compétences, il y a peu d'écoles qui ont vraiment le cursus cybersécurité. J'enseigne dans une école, et c'est une école numérique, et c'est un petit pan en dernière année. Et c'est vrai que souvent on l'oublie, la cybersécurité, on a l'impression que c'est récent, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait déjà très longtemps qu'il y a des écoutes. C'est un sujet qui bouge tout le temps, on est toujours dans l'apprentissage, toujours, tous les jours on en apprend de nouvelles. Et je trouve que déjà si on arrivait à sensibiliser un petit peu les gens en amont, au plus tôt, ça serait intéressant. En Australie, ils vont sensibiliser les enfants à partir de 6 ans. Bon, après il y a le débat, mettre des enfants devant l'écran dès 6 ans, mais c'est pas l'objectif de les mettre devant l'écran, c'est déjà leur faire comprendre
les risques qu'il y a en allant, en faisant certaines choses sur Internet, au-delà du cyberharcèlement, hein, ça c'est un autre sujet, il y a la partie cybersécurité. Oui, tu cliques sur un mauvais truc, tu perds toutes tes photos de vacances que tu as fait depuis 10 ans, que tu retrouveras jamais parce que tu les as pas sauvegardées ou quoi que ce soit, parce que les règles des entreprises vont s'appliquer aussi sur le côté personnel, hein. Voilà, et je trouve que c'est un sujet qui est trop mis de côté. On essaye, nous, à notre niveau, de faire de la prévention, que ce soit toi ou moi, de faire de la prévention en allant animer des conférences, en allant échanger avec des gens, ou en coécrivant un livre sur ce sujet, hein, sur ce challenge. Je pense que tu pourras aussi nous en parler. Mais c'est notre combat de tous les jours. Enfin, moi, c'est mon combat de tous les jours, d'être chez mes clients, de sensibiliser, de parler de cybersécurité. Et je pense que c'est pareil pour toi. Exactement, c'est au-delà de la sensibilisation, donc l'éducation, on en parlait tout à l'heure, dès le plus jeune âge. Bon, l'Australie, récemment on en a parlé. Il y a d'autres pays aussi. Alors les enfants sont un petit peu plus âgés, donc c'est à partir de 10 ans, où première langue anglais, deuxième langue, est-ce que c'est l'italien, l'espagnol, le chinois? Non, deuxième langue c'est computers. Donc c'est le fait d'apprendre à développer est devenu une langue vivante, si je peux parler comme ça. Tout simplement parce que ces pays ont compris que une des tares était les analphabètes, et aujourd'hui on parle d'analphabète numérique. Si je sais pas parler computer dans nos sociétés actuelles, je vais vite être vu comme un analphabète. À l'époque, peu savaient lire et écrire. On a fait en sorte que le système éducatif permette à tout un chacun de se débrouiller par l'écriture et la lecture. Mais c'est le même sujet que tout à l'heure. Le monde cyber, c'est ni plus ni moins que la transcription d'une société réelle dans le monde virtuel, dans le monde numérique, pardon, qui est bien réel pour le coup. Oui. Et à partir de là, il faut savoir lire et écrire le numérique. Je suis d'accord. Donc oui, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Encore une fois, voilà, anglais première langue, computers deuxième langue. J'avais trouvé ça au départ audacieux, mais je dis mais ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Donc oui, l'éducation, la formation, le fait qu'on soit en pénurie, donc la prévention, parce que malheureusement on pourra pas défendre tout le monde. C'est un peu comme les vaccins. Il a fallu faire un choix pour dire d'abord c'est telle catégorie de personnes. Voilà. La cyber c'est pareil. Et si on se reprend un WannaCry ou l'équivalent. Oui. Souvenons-nous de 2017. 2017, il me semble. C'est ça, hein. Enfin bon, bref. Quelques années. Si on se reprend un équivalent, je pense que ça a fait beaucoup de dégâts à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de rétablir tout le monde. On n'a pas les moyens de rétablir. C'est sûr. Donc c'est un vrai sujet, ça. Merci, Cyril. On va conclure, parce que c'est vrai que ce sujet est passionnant et je pense qu'on pourra en parler encore des heures. Pour moi, je pense qu'il y aurait peut-être 2 conclusions que je pourrais te demander. Faut-il être déjà pessimiste, optimiste par rapport à ce sujet cybersécurité? Moi, je pense qu'il faut être réaliste. C'est pas que je vais éluder la question, mais être pessimiste, ça sert à rien, parce qu'on n'avance pas beaucoup. Être optimiste, bon, c'est très bien pour le moral, mais on a vite fait de se piquer. Donc, il faut être réaliste. Et là, on peut être optimiste, c'est-à-dire qu'avec justement la sensibilisation, la prise en considération de l'éducation dès le plus jeune âge, des exercices de répétition, de l'apprentissage, de la démystification. Un ransomware, c'est pas quelque chose qui... Voilà, une fois qu'on a compris ce que c'était, la cyber, on devient réaliste et on sait ce qu'on peut faire de ce qu'on ne peut pas faire. Et au-delà de la cyber, on devient réaliste par rapport au monde numérique. Typiquement, je fais pas n'importe quoi parce que je sais que j'ai un droit qui a disparu avec le numérique, qui est le droit à l'oubli. Toi et moi, quand on a fait des bêtises, quand on était adolescent, il n'y a pas de traces. Enfin, on était intelligent pour pas laisser de traces. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, ça s'appelait pas comme ça. On s'est pas pris en photo dans des postures, voilà. Et ça va pas nous ressortir dans 20 ans. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, les enfants ne le savent pas, ça. Oui, mais regarde, j'ai pris sur tel réseau social, mais ça s'efface au bout de quelques secondes. Regarde, on le voit plus. Ouais, mais attends, c'est pas parce qu'on le voit pas sur ton smartphone qu'ils l'ont pas gardé sur le serveur. Ouais. Donc, le droit à l'oubli n'existe plus. En plus, l'accès à l'information est tellement simple aujourd'hui avec les différents moteurs de recherche que pour avoir le pédigré de quelqu'un, avant, il fallait passer son temps dans les bibliothèques, quand les gens étaient connus. Aujourd'hui, même les adultes inconnus, vous pouvez faire une fiche quasiment d'état civil complète, voire des us et coutumes. Et voilà, le droit à l'oubli n'existant plus, il faut être prudent. Donc l'éducation, de vivre avec le numérique qui a des atouts, mais qui a aussi ses dangers,
Il faut pas voir que les dangers, donc en étant pessimiste. Il faut pas voir que les atouts en étant optimiste. Il faut être réaliste. Comme dans tout, dès qu'on sort de sa maison, on prend un risque. Oui, mais on fait attention en traversant, et ça ne nous empêche pas d'être joyeux. Mais je te rejoins complètement là sur le droit à l'oubli. On le voit, les jeunes doivent le voir un peu plus maintenant avec des candidats à des émissions de télé-réalité comme The Voice où un a été choisi et puis après des recherches, il y a un tweet qui est réapparu qui datait d'il y a 6 ans où il avait eu des propos d'un enfant de 13-14 ans, hein, voilà, il doit avoir une vingtaine d'années et qui l'ont fait sortir du jeu, quoi. Donc on l'a vu aussi, je crois, il me semble, sur des politiques à des moments, voilà, sur des sujets qui ont été il y a 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais il y a quelques années auparavant, qui pensaient être oubliés, mais non, ce n'est pas oublié. Moi, je pense que moi, si j'avais une conclusion à dire, c'est que la sécurité, et je te rejoins complètement, c'est l'affaire de tous, c'est tout le monde. Enfin, c'est tout le monde qui doit le porter, c'est pas que des spécialistes, c'est pas que c'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde, c'est un peu l'affaire de tous. Je pense qu'en France, on a été un peu en retard, à prendre le sujet un peu à bras le corps. On essaye de le prendre, comme tu le dis, va falloir trouver la bonne organisation. On n'y est pas encore. J'espère, et je le souhaite que ça avance. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter avant qu'on conclue. Oui, moi je pense que sécurité, donc c'est prudence, c'est réalisme et c'est souveraineté. Aujourd'hui, on sera en sécurité que quand on aura les moyens de décider de notre avenir numérique. Aujourd'hui, tel que c'est parti, si on n'y prend pas garde, on est en phase de devenir une colonie numérique. Voilà. Et là, pour assurer votre sécurité avec tout ce qui vient de se dire dans une colonie, on n'y arrivera pas. Souveraineté. Merci pour ces mots, merci Cyril, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos du système d'information, la cybersécurité, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes.